Est-ce que vous aussi, en ce moment, vous avez envie d'autre chose ? J'ai une nouvelle à vous annoncer, la plateforme de streaming Gaïa arrive en France. C'est une plateforme qui est dédiée à l'éveil des consciences avec des contenus inspirants et audacieux. Et ça se passe sur gaia.com, Gaia.com. Vous y trouverez entre autres des personnalités qu'on apprécie comme Greg Braden et Bruce Lipton que j'ai déjà reçus au micro de Métamorphose et d'autres grands noms comme Joe Dispenza ou encore Ram Dass. De vraies pépites avec plein de contenus originaux, des documentaires, des cours de yoga ou encore des séminaires passionnants, le tout en français, pour vous accompagner dans votre cheminement personnel, chacun à son rythme et avec sa sensibilité. Alors profitez dès maintenant de 7 jours offerts pour découvrir Gaïa en allant sur la page gaia.com/Anne. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Nous nous construisons tous avec des événements plus ou moins traumatisants et avons été formatés par notre éducation. Nous nous sommes construits avec tout cela, avec ses croyances, celles des autres, de notre environnement et ses conditionnements. Comment se libérer de toutes ces entraves pour aller vers une vie créative, originale et épanouie ? Comment se libérer de nos croyances limitantes ? C'est ce que nous allons voir avec mon invitée, qui est psychologue clinicienne, spécialiste des troubles de l'attachement, enseignante en EFT, en psychologie énergétique et experte en neurosciences. Elle est l'auteure chez Erol du livre « J'arrête les croyances limitantes ». J'ai la joie d'accueillir pour la 2e fois dans Métamorphose Marion Blick. Bonjour Marion. Bonjour Anne. Alors, bienvenue à nouveau dans cette émission. Je suis ravie de t'accueillir. Alors commençons par définir, si tu veux bien, ce qu'est une croyance limitante. Donc pour moi, une croyance limitante, c'est un espèce de filtre qu'on a. Enfin, on parle toujours de croyances limitantes, de base, mais pour moi, c'est vraiment un filtre de mémoire, de conditionnement, qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est dans tous ses possibles. Donc je la vois d'une façon très 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 large et extensive. On parle plus de croyances limitantes aujourd'hui qu'avant en psychologie. Peut-être, parce que c'est un sujet un petit peu à la mode. Et puis je pense qu'avec toutes les nouvelles formes de thérapie, on s'est très vite rendu compte que on avait tous des croyances limitantes, par exemple par rapport à l'attachement, notre valeur, la valeur des autres, de l'autre, du monde, qui étaient quand même impactantes et qu'on déclinait toute notre vie à plein de niveaux différents, dans plein de situations différentes. Quand on réduit tout ça, on se rend compte qu'on peut vraiment trouver une ou des croyances limitantes vraiment de base. À quel moment, à l'inverse, on peut se dire que notre vie est libre, inspirée et épanouie en fait ? Lorsqu'on peut vraiment voir la réalité telle qu'elle est, sans y mettre des jugements qui nous empêchent vraiment de l'apercevoir telle qu'elle est. Et quand on peut vraiment s'épanouir et créer ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est-à-dire s'épanouir, créer une vie qui nous ressemble et exprimer nos potentiels de créatifs. Oui. Alors ton livre est construit de manière très originale à partir d'une histoire, d'une métaphore. C'est l'histoire d'un sorte de châtelain, Edgar Hamilton, ébranlé par la mort de sa femme chérie. Alors à partir de cette histoire, et c'est ton point de départ, cette question, en quoi les chocs ébranlent-ils nos croyances justement ? Qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter à ce moment-là, les chocs ? C'est-à-dire que pour la plupart des gens, je le vois en thérapie, il faut vraiment quelque chose qui se passe dans leur vie, qui les arrête dans leur trajectoire. Et on se retrouve en général vers la quarantaine, dans une espèce de pièce de théâtre. On n'a pas écrit le scénario, c'est un petit peu nos parents, la culture, la religion,
qui ont créé nos vies, qui ont fait qu'on a fait les choix qu'on faisait certainement pour plaire et pour se conformer à l'attente de la société ou de la famille ou des autres. Et tout d'un coup, il faut un accident, perdre son travail, perdre un être cher, pour tout d'un coup se réveiller dans cette pièce de théâtre en disant « mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais faire ». Donc c'est une chance extraordinaire quand ça se fait. Bon, le mieux bien sûr, c'est de le faire sans avoir ce choc. D'accord, on peut le faire sans avoir ce choc parce que c'est vrai que parfois on est dans des crises existentielles, on a l'impression de tourner en rond et justement, et pourtant beaucoup de personnes ont fait du développement personnel, des thérapies et malgré tout, quand on avance en chemin, on a l'impression parfois de retomber, de tourner en rond, de se dire « Oh, j'avais l'impression d'avoir déjà travaillé ça, puis ça se représente et puis finalement je m'en sors pas ». Est-ce que ce sont des chances à saisir à ce moment-là ? Je pense que quand on repasse aux mêmes endroits, c'est pas exactement au même niveau, mais si on marche dans ces traces, et d'ailleurs je pense que les croyances c'est vraiment comme des pas dans la neige, et on remarche souvent dans ces traces quand on fait de la raquette, parce que c'est beaucoup plus facile, mais on fait ça et on est perdu et on revient, on tourne en rond. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus profondément à l'intérieur de soi, retravailler sur soi et peut-être s'autoriser à faire le grand saut qui peut être un divorce, une immigration, changer de boulot. Il va falloir acter le grand changement qu'on n'ose pas faire parce qu'on a peur. On a tous tellement peur de trahir ce qui existe et de se libérer. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de résilience pour oser, ce que j'appelle dans mon livre lâcher le trapèze, avoir ce moment de vide qui est inévitable pour attraper le deuxième. Les gens veulent rester avec le premier trapèze et éventuellement attraper un deuxième trapèze. C'est pas comme ça que ça se passe au cirque. Il faut un saut de foi. Il faut un saut de foi, absolument. Et c'est pas évident de faire ce saut de foi. La peur est une croyance limitante? Bon, la peur est une émotion qui est bonne, parce qu'elle nous protège, mais quand elle nous empêche d'être vraiment qui on est et inhibe nos actions et nos impulsions justes, là, elle devient limitante. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de croyances limitantes pour qu'on définisse un peu mieux ce que c'est? Et dans ton livre, tu parles de la vie d'une personne lambda qui s'appelle Julia, et on peut identifier quelques croyances. Est-ce qu'il y a des grandes croyances qui reviennent et qui bloquent les gens quand tu les vois en thérapie? C'est un petit peu ce que j'évoquais plus avant. C'est-à-dire que je pense que les gens ont peur et déjà ils pensent qu'ils ont une trajectoire qui doit se terminer d'une certaine façon, donc une espèce de continuité de vie. Bon, bien sûr, il y a les croyances sur l'estime de soi, ce qu'on est capable de faire, sur un monde limité. Et moi, je pense que je suis plutôt quantique d'esprit, activiste, et je pense que le monde, au contraire, est illimité et qu'on peut vraiment manifester ce qu'on a envie de faire. Et je voyais par exemple hier une femme qui s'appelle Asia Bibi, qui a vécu une vie absolument incroyable, elle était emprisonnée, condamnée à mort, les seules personnes qui la défendaient ont été tuées, et elle arrive à manifester une installation à Paris, un asile à Paris, et qu'elle ne soit pas morte, c'est grâce à sa foi et sa résilience. Et ça, je pense que on n'est pas assez connecté. C'est pour ça que dans mon livre, je veux que mon héros se connecte avec sa force, la nature. On n'est pas connecté avec sa force. Et je pense qu'on minimise le pouvoir qu'on a, on minimise le pouvoir de l'univers, on minimise son pouvoir de manifestation et sa liberté de manifester. Et ça fait aussi partie de la pensée quantique, comme tu le disais, et on va y revenir plus longuement tout à l'heure. Pour vivre sa transformation, justement, dans ton récit, et je veux pas trop parler du récit parce que je trouve que c'est chouette pour celles et ceux qui vont lire ton livre de découvrir cette histoire initiatique, qui est une sorte de quête du héros. Et pour vivre sa métamorphose, tu dis il faut créer un espace de transformation, il faut créer sa chrysalide, que c'est important dans ce processus. Qu'est-ce que c'est, Marion ? Eh bien, c'est exactement ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'on lâche un trapèze, ça peut être dû à un accident, ou on peut perdre toute sa famille, enfin, c'est pas ce que je souhaite à personne, mais il y a des gens qui se retrouvent dans le coma pendant 6 mois, ils se réveillent, ou dans un grand drame, ils se retrouvent dépouillés de leur identité, ou de ce qu'ils avaient, ou de ce qu'ils avaient prévu d'avoir. Et là, va y avoir un temps de
de chrysalide, de repos, de remise, de reboot, on dit, de remise à zéro, de réinitiation de cette espèce d'ordinateur que nous sommes. Il va falloir pleurer, il va falloir faire le deuil, il va falloir s'immobiliser, il va falloir s'isoler, il va falloir arrêter ce qu'on faisait comme d'habitude. Et malheureusement, dans la société, ce temps-là n'est pas admis. Faire un espèce de deuil de ce qui était et se dire, mais comment je vais recalculer maintenant mon GPS? Où est-ce que je vais aller? Et je pense qu'on a besoin de ces temps de vide, de ces temps de repos, de ces temps de j'aime bien le terme chrysalide parce que où on est entouré, où on est sécure et où on peut vraiment se retrouver tout doucement, retrouver son corps, retrouver ses sensations, retrouver ses émotions, retrouver ce qu'on veut et qui on est surtout, retrouver vraiment qui on est. Ces temps de vide, ils peuvent aussi apparaître sous la forme soit d'un burn-out ou d'une dépression, d'une nuit noire de l'âme, d'une crise existentielle, comme on le disait tout à l'heure, ou d'un choc. Absolument. Ça peut mettre même un voyage. Certaines personnes partent en voyage pour se retrouver. Chacun, dans un sens, sait comment il va pouvoir créer cette chrysalide. Mais bien sûr, un burn-out, absolument. Une dépression, absolument. Bon, pas toutes les dépressions sont de ce type, mais absolument. Parfois, c'est une immense opportunité pour arrêter ce qu'on faisait parce qu'en fait, on n'est plus en phase. Tu dis qu'à un moment, il faut saisir l'appel en fait pour s'éveiller et se réveiller. Qu'est-ce que tu entends par là et comment est-ce qu'on entend cet appel de la vie? Parce que parfois, quand on est justement dans cet état un peu au fond du trou, dans cet état de vide ou de latence, on pourrait se dire, j'entends rien, il se passe plus rien, j'ai plus de désir, je sais plus. Exactement un petit peu dans mon livre, et je ne sais pas si je dis ça dans mon livre, mais j'appelle ça avoir le pompon à la fois. Vous savez, le manège pour les tout petits. La queue du Mickey, là. Oui, il essaie de coller le pompon, on caresse le visage. On va être caressé, on va avoir quelque chose qui va nous appeler. Dans mon livre, ce sont des sensations, des sons, des bruits, mais ça peut être une idée, une intuition, quelque chose d'extérieur, un hasard. Bon. Si on pense que le hasard existe, une synchronicité, et tout d'un coup, quelque chose va se mettre sur notre chemin, on va être appelé, on va être interpellé par quelque chose. Et si on a vraiment vécu sa chrysalide et qu'on est connecté avec son corps, on va ressentir quelque chose. Il y a quelque chose qui va faire que nos sens vont percevoir un appel particulier, une envie particulière, ou la synchronicité de rencontrer quelqu'un, ou de trouver un livre dans l'autobus ou dans le train, qui va être exactement ce dont on a besoin. Et dans ce cas-là, la vie devient merveilleuse, un peu comme dans mon livre, parce que c'est une espèce de chasse au trésor, où on est un peu comme le petit poucet, on va d'information en information, sans en abuser, et on est un petit peu guidé. Moi, je crois qu'on est guidé dans nos vies. Par ces éléments qui nous interpellent. Et bien sûr, il faut que nous, on y réponde. Il faut répondre à un appel. Donc le pompon, il faut qu'on l'attrape. Bon, on repassera, mais il faut quand même l'attraper. Le saisir et pouvoir lui donner du sens. Est-ce que c'est à ce moment-là que c'est bien de vraiment identifier plus en profondeur ces croyances limitantes et de faire des rituels pour les dépasser, ou c'est mieux de l'avoir fait avant, je dirais? Est-ce qu'il y a un ordre? Moi, j'aurais tendance à dire que l'ordre, parfois, est particulier à chacun. Je pense que quand même, comme dans le héros de mon histoire, il y a un moment où il faut reconnecter à ses sensations, retrouver un déferlement des émotions, pouvoir vivre ces émotions à l'intérieur de soi pour pouvoir être touché, éveiller son cœur. Ça me semble des éléments incontournables pour pouvoir réactiver, retrouver qui on est en tant qu'être humain. Est-ce qu'il y a une croyance limitante qui est plus importante que les autres et qui souvent est bloquante, et vraiment plus bloquante que les autres, et c'est sur celle-là qu'il faut travailler en premier? Est-ce que c'est, et puis ensuite en systémie? Moi, je pense que la pire croyance limitante qui existe pour les humains ou mes patients, qui est souvent due au trauma réel ou abus divers ou trauma d'attachement, c'est qu'on est nul et surtout qu'on est un être humain déficient, qu'on est un mauvais être humain. Et ça, c'est connecté avec la honte, ce sentiment d'être mauvais, d'être déficient. Et c'est si difficile de
de s'en débarrasser pour le client, parce que la honte nous pénètre dans chacune de nos cellules. Hein. Et souvent, on a l'impression que les gens remontent la pente et puis ils redégringolent. Hein. Cette pensée qu'on est déficient. C'est intéressant parce que je ne veux pas trop m'égarer, mais dans la religion chrétienne, enfin catholique par exemple, on est pécheur. Et quand on dit ça à un Tibétain, il dit quoi? Non, on est une parcelle de Dieu, on est une étincelle divine. Donc cette notion d'être un humain déficient, il faut s'en débarrasser, à mon avis. Est-ce que chez les chrétiens, je sais pas, je fais pas de théologie de comptoir, mais en tout cas, je sais pas si ça dit la théologie de comptoir. On connaissait la psychologie de comptoir, mais est-ce qu'on pourrait dire que quand on dit chez les chrétiens, reconnaissons que nous sommes pécheurs, c'est dire tout simplement, je reconnais que l'ombre et la lumière coexistent en moi, mais l'ombre aussi, et je les accueille. Ça n'a pas été vu comme ça, je suis d'accord. Absolument, ça a été transformé. J'aime bien je pense que c'est Gurdjieff qui disait qu'en fait le péché c'est miss the mark, c'est rater la cible. C'est ça l'étymologie de péché. Oui. Et j'aime bien ça, parce que dans ce sens-là, peut-être qu'être pécheur, c'est justement ne pas devenir qui on est vraiment, être quelqu'un d'autre, faire plaisir aux autres et vivre une vie de marionnette. Et là, ça prend tout son sens. Absolument. Oui. Alors, quand tu parlais tout à l'heure des émotions et leur intensité vibratoire, d'accueillir, d'être connecté vraiment aussi à son cœur, parfois, quand on travaille sur les émotions, on peut aussi ouvrir cette espèce de boîte de Pandore qui fait encore plus ressurgir d'autres émotions et nous rendre aussi, alors, plus vulnérables, même s'il est bon de se connecter à sa vulnérabilité. Comment est-ce qu'on met le curseur? Ça peut être aussi gênant, parfois, dans la vie. Théoriquement, si on vit une émotion, c'est une vague qui déferle. Une fois qu'elle a déferlé, il n'y a pas tellement de raisons. Si on fait un travail, si on se fait accompagner, bien sûr, si on a énormément d'émotions, il y a des gens qui sont beaucoup plus émotionnels que d'autres. Si on tourne là un petit peu en rond aussi, faire attention aux émotions qui sont aussi connectées à l'anxiété. Du coup, on se fait peur tout seul. Et puis, qui est plutôt là de l'anxiété, une espèce de boucle entre l'émotion et le cerveau gauche. Je pense qu'il faut se faire accompagner dans ces cas-là. Parce que théoriquement, une fois qu'on a bien... Mais bon, les émotions, on en a tout le temps, toute la journée. Elles sont utiles pour s'adapter. Mais si on est un petit peu embourbé dans ces émotions, je pense qu'on a besoin d'aide. C'est important à ce moment-là. Tu parles aussi d'intensité vibratoire des émotions. Tu peux nous donner quelques exemples, Marion? Oui. Je pense que justement la honte dont on parlait tout à l'heure, c'est certainement ce qui est le plus bas, un peu comme un son grave de tambour, mais avec une vibration très très lente. D'ailleurs, dans les représentations de la honte, c'est souvent des morceaux calcinés, à peine humains. C'est très très bas comme vibration. Et puis après, il y a la tristesse, qui est quand même qui va vers le bas. C'est de l'eau. Quand on est triste, on est un petit peu apathique, on pleure. Il y a le mouvement de l'eau qui coule. Et j'en parle dans mon livre. Et après, il y a la peur, où on tremble, il y a un petit peu plus d'énergie dans la peur. Après, il y a la colère. La colère, là, c'est le volcan, c'est le feu. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Et après, vous basculez dans le courage, la joie. Et là, vous avez une vibration beaucoup plus haute. Si c'était une note de musique, ce serait une note beaucoup plus aiguë, beaucoup plus intense et beaucoup plus... Donc, il y a vraiment une échelle des vibrations. Et quand on travaille avec quelqu'un, par exemple, qui vient de la honte, il va remonter cette échelle tout doucement. C'est très perceptible quand quelqu'un commence à pleurer, comme fait Edgar. Il y a un moment où il commence à pleurer. Et après, on peut avoir peur. Et après, on peut retourner à la colère. Ça va être très important d'utiliser la colère pour marquer des limites, pour se protéger, pour s'affirmer. Donc, toutes les émotions ont vraiment une vibration. Dans ton livre, justement, tu faisais ce geste qui monte, et en pensant à Edgar, à ton personnage de ton livre, qui est à la fois un livre pratique sur les croyances et à la fois un récit, c'est son originalité, je le disais au début. Tu donnes aussi ces métaphores des pièces et de l'intérieur d'une maison, de ce château où il vit, Edgar. Il vit à une autre époque, il vit au 19e siècle. Et tu prends la métaphore de nos pièces, de notre maison intérieure. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de prendre cette métaphore? Le château. Que tu avais visité. Oui, parce que c'est à partir de cette visite
que j'ai été interpellée. Ça fait 12-13 ans que je fais cours sur les croyances limitantes et à chaque fois je raconte cette histoire parce que elle m'a énormément frappée. Donc, je me suis dit chaque pièce finalement va correspondre à un état d'être et une transformation. Donc, il réintègre petit à petit. Je ne veux pas dévoiler toute l'histoire. Alors pourquoi, Marion, est-ce qu'on est souvent coupé de nos sensations physiques réelles? Pourquoi ce manque de discernement? Comment est-ce qu'on peut se mettre à l'écoute? Ralentir, se retrouver, réintégrer ce qui nous a été interdit souvent ou empêché dans notre éducation, c'est-à-dire toute la normativité de pas avoir le droit d'avoir froid, d'avoir chaud, de manger certaines choses. Finis ton assiette. Finis ton assiette, mange le foie de veau, c'est bon pour le faire. Tout ce qui nous a empêchés d'être connectés à soi. C'est incroyable le nombre de normativités. Je ne sais pas si c'est français. Alors je précise, tu vis aux États-Unis, où tu enseignes et tu exerces depuis plus d'une trentaine d'années. Oui. Ouais. Si on laissait aux enfants choisir ce qu'ils aiment, choisir d'ailleurs les enfants, ils aiment la douceur d'un vêtement, puis un autre enfant, il aimera le nylon. Chacun est différent. Comment laisser un enfant se découvrir, faire ses choix, respecter ses envies, ses désirs? Bon, bien, ça ne veut pas dire qu'on leur laisse tout faire, mais choisir, c'est immense parce que l'enfant va se retrouver à l'âge adulte intact avec son propre GPS. Il saura ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui l'embête pas, et ça va lui permettre d'être dans la vie totalement libéré, d'être lui. D'avoir une propre boussole intérieure. Totalement. Justement, tu passes en revue 5 critiques intérieures qui sont toxiques pour nous dans ton livre: contrôleur, conformiste, perfectionniste, culpabilisateur, destructeur. Est-ce que chaque type est lié en fait à une construction caractérielle particulière? Oui, mais bon... Associé à une blessure, on pourrait dire ça autrement. Oui, bon, moi je travaille pas trop avec les blessures, oui. Mais je pense que malheureusement il y a des gens qui les ont tous. Je veux dire, on en a, je fais assez un cours là-dessus, on en a tous, plusieurs. Il y en a qui sont légués par une société. Je veux dire, on peut les avoir tous, plus ou moins. En général, il y en a un central, mais malheureusement, on peut en avoir plus qu'un. Ces 5 critiques intérieures, est-ce que tu les relis avec les profils d'attachement? On peut les relier, par exemple, je pense au contrôleur qui peut être... Plutôt l'évitant. Oui, plutôt l'évitant, oui. Voilà. Mais bon, il y a certaines personnes aussi chaotiques qui vont avoir des particuliers d'hyper-contrôle, de contrôler tout à l'extrême. Donc, mais ça serait plutôt l'évitant. L'évitant, ça, on peut faire des liens. Ouais. Est-ce qu'il y en a un ou deux que tu voudrais nous passer un petit peu en revue comme ça, un ou deux profils qui seraient intéressants? Peut-être ceux que tu vois, tu dis, ils sont tous... Je sais que dans les profils d'attachement, il y en a qui sont plus développés que d'autres quand même, qu'on voit plus fréquemment. Le perfectionnisme est quand même quelque chose qui est un poison parce qu'il crée la procrastination. Rien n'est jamais bien, donc il y a une éternelle dissatisfaction, insatisfaction plutôt. On est toujours dans une espèce d'asymptote pour rattraper quelque chose qui n'existe pas. C'est vraiment le mirage des Dupont dans le désert, et donc on se prive du plaisir d'avoir réalisé quelque chose, même si c'est imparfait. Et souvent, on se prive de la réalisation parce que c'est jamais assez bien, on n'est jamais assez bien. Et puis le conformisme est aussi quelque chose outre ce destructeur dont je parle, qui est lié à la honte. Le conformisme est terrible parce que finalement, il nous empêche d'être nous-mêmes. C'est le mouton. Le mouton, la mode. Et maintenant, je pense qu'avec les réseaux sociaux, là où on devrait être encore plus libre, j'ai l'impression qu'ils pèsent presque plus sur les jeunes, sur tout le monde. Il faut avoir un look, il faut être d'une certaine façon, il faut être cool, il faut être je ne sais quoi. Donc on est beaucoup plus vu et mesuré qu'avant, comparé aux autres. C'est sûr que chez les adolescents qui aiment... se conformer un peu aux autres. Bien sûr. Là, le modèle dominant est encore plus visible parce qu'il est mondial et il est étalé sous leurs yeux. C'est pas simplement les enfants de ton village qui montrent le modèle comme nous autrefois. Bien sûr. Donc c'est très douloureux pour les jeunes, ça c'est sûr.
Et alors, parlons un peu des voies justement, puisque dans cette quête du héros, dans ton livre, on a vraiment cette progression, hein, de la chute et puis de l'appel et puis de la renaissance. Mmh. Et dans les outils de renaissance, tu dis que la nature a un pouvoir guérisseur sur nous. Alors comment est-ce qu'elle agit dans nos processus de guérison? Là, Edgar, il va vraiment se reconnecter à la nature. Mmh. Mmh. Je pense que la nature, on est nature, on est profondément, l'être humain est aussi un animal, bien qu'il ne soit pas qu'un animal, et on est fait pour être dans la nature. On en a besoin, on pourrait pas vivre s'il y a pas d'arbres, on pourrait pas se nourrir si... Donc on est in complètement connecté à la nature, et je pense qu'elle a un pouvoir de nous apaiser, de nous élever, de nous calmer et de nous permettre de vivre. Sans eau, on pourrait pas vivre, hein, sans... Donc je pense qu'il y a un lien entre nous et la nature qui est très très fort. On en fait partie. Nous sommes la nature. Nous sommes la nature. On est fait de non seulement de la nature, on est fait du cosmos, hein, on est fait de poussière d'étoiles, donc on appartient à tout ce cosmos. Et si on s'en sépare, on voit bien le résultat actuellement de cette séparation entre la nature, le cosmos. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ciel dans mon livre. Il y a beaucoup de cosmos, il y a beaucoup d'étoiles, parce que je pense que c'est important d'être connecté à la Terre et au cosmos. Hein. D'avoir cette reliance. Comme les anciens l'étaient. Et comment s'autoriser à suivre ses élans et ses passions en étant aussi à l'écoute des synchronicités de notre créativité? Tu proposes ça comme chemin? Le faire. Commencer à écouter, commencer à répondre, commencer à se libérer et voir ce qui se passe. Je veux dire, c'est une espèce de danse nouvelle qui va nous emmener là où on doit aller, et je pense que cette guidance va venir sous bien des formes, et je pense qu'elle existe presque toujours, hein. Elle est palpable, hein. Tous les grands artistes qu'on interviewe, ils disent toujours: à 3 ans, je suis allée voir un violoniste et j'ai dit à ma grand-mère, je veux être violoniste. Hein. Il y a quelque chose qui arrive très très tôt. Hein. Si on laisse l'enfant et si on a l'opportunité de soi-même d'être guidé, hein, on emmène dans son sillage toute on amène aussi cette guidance pour les autres, je pense. Hein. Ce regard. Absolument. Cette façon d'improviser la vie, au lieu qu'elle soit décidée par une normativité, une norme, hein, décider de suivre les indices, d'être comme le petit poussé, d'aller de caillou en caillou, et bien sûr de voir ce qui se forme à partir de ça. En même temps, on peut aussi voir des signes partout. Comment interpréter ceux qui sont vraiment des appels, de ceux qui sont peut-être plus anecdotiques, c'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a un moment où on sent la route. Hein, il y a une cohérence dans ce qui se passe. On rencontre la bonne personne, on le sent. De nouveau, si notre ventre est dégagé, notre cœur est dégagé, ça va pas être des signes qu'on interprète mentalement à sans fin. Mais je pense qu'on saura. Il y a quelque chose qui est vrai et qui semble juste, la justesse d'un instrument. Et comment arriver à ce point où le cœur et le ventre sont dégagés, justement, en ayant fait ce travail? Travail sur soi, thérapie, choisir des gens autour de soi qui sont capables de nous ouvrir le cœur et d'accepter qu'ils les ouvrent. Et les fameux alliés? Les alliés, absolument. Se laisser, comme dans mon livre, se laisser toucher de nouveau, se laisser... Oui, être touché, être vulnérable. Tu as parlé de vulnérabilité. Je pense qu'on ne peut pas vivre courageusement sans être vulnérable, et d'être ouvert, d'être sans protection, sans cuirasse. Bon, bien, il y a des moments où il faut des cuirasses, des protections. Mais vivre ouvert. C'est important. Un autre point qui est d'apprendre à intégrer la mort dans notre vie. Est-ce que ça nous aide, et de quelle manière on peut le faire? C'est encore tabou. Bon, tout dépend un petit peu de la conception qu'on a de la mort, mais je pense qu'on ne peut pas, éviter la mort, et je pense que la mort est simplement un autre état mental finalement. Hein, c'est une fin de quelque chose, c'est la fin d'un chapitre de vie. Bon, moi je crois à la réincarnation. Et donc, mais je pense qu'on a trop de tabous, et on n'embrasse pas la mort et cette autre chrysalide qui est la fin d'une vie. Et la mort, c'est une autre chrysalide, d'une autre taille, hein, d'une autre dimension, où on se repose, où peut-être on fait le bilan, je n'en sais rien,
Mais c'est de nouvelles aventures. C'est comme ça que je le vois. Comment, parfois j'ai l'impression que les gens, c'est une question que j'ai posée dans un autre podcast à Maud Ankawa, c'était est-ce qu'il faut avoir frôlé la mort de près pour se sentir plus en vie? On a l'impression que certaines personnes qui sont très résilientes ont vécu effectivement des chocs presque mortels ou ont frôlé la mort pour diverses raisons, accidents, maladies, etc. ou mort d'enfants ou de proches, et eu une espèce de sursaut de vie à ce moment-là, comme si ça s'était intégré brutalement, et mais plus fortement peut-être chez ces gens-là. Bien sûr, parce que je pense que quand on a frôlé la mort, on réalise à quel point on est chanceux de vivre. La vie, cette planète est incroyable. Il y en a peut-être d'autres comme ça dans les galaxies, mais en tout cas, pour l'instant, on a une planète absolument incroyable, avec cette nature incroyable. L'être humain est un bijou existentiel, et on n'en profite pas. On n'en profite pas. J'aime pas le mot profiter d'ailleurs. On n'en jouit pas. On ne l'exprime pas. On n'exprime pas tout. On est simplement à l'aube du potentiel humain. Moi, je le sais. Enfin, je le sens. Il y a tellement de belles choses. L'être humain est fabuleux. Moi, je crois en l'être humain et en son potentiel. Tu parles aussi dans ton livre de l'importance d'honorer le chemin déjà parcouru et le chemin qui est en cours de parcours. Qu'est-ce que tu honores, toi, sur ton chemin, justement, avec toutes ces années de pratique? Et puis, comme tu es thérapeute, psychologue clinicienne, je le disais au début, tu as vraiment expérimenté en profondeur qui tu es, enfin, qu'est-ce que, toi, à titre personnel, ça t'a ouvert? Moi, mon immigration aux États-Unis il y a 37 ans, c'est sûr, a été un grand lâchage de trapèze pour en attraper un autre. Et passer par le vide, ça c'était sûr, parce que j'y suis allée sans filet. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que là, j'ai pu commencer à suivre qui j'étais vraiment. J'essaie d'avoir énormément de gratitude pour ma famille, d'où je viens, les gens qui m'ont aidée, d'avoir énormément de pardon pour les autres, les gens qui m'ont fait du mal, et puis aussi de l'acceptation des erreurs que j'ai faites. Je pense que le pardon, c'est aussi se pardonner soi-même et accepter, parce que c'est rare qu'on avance en ligne droite. On fait des erreurs, on fait des méandres. Parfois, on fait des fautes graves, et c'est important de pardonner et de lisser tout ça et d'en tirer vraiment le suc, l'enseignement. Donc, et dire merci, vraiment, merci d'être né là, même si on n'a pas eu des parents faciles. C'était peut-être karmiquement choisi, mais remercier la vie, d'être en vie. C'est une très belle conclusion, Marion Blick. Je te remercie infiniment pour ce podcast. Je rappelle le titre de ton livre aux éditions Erol, J'arrête les croyances limitantes, 21 étapes pour une vie libre, inspirée et épanouie. Et toujours ton premier livre dans la même collection aux éditions Erol, J'arrête les relations toxiques. Voilà. Merci. Et alors on a fait un podcast, je rappelle le numéro du podcast précédent, 27, avec toi dans Métamorphose. Merci Marion. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.